Ravi de vous retrouver. Alors, Éric Zemmour, vous qui fustigez régulièrement le pouvoir des juges... Mais non. Oh, mais un petit Si peu quand même. Hein, si peu. Je vous propose de vous arrêter sur le discours de François Molins. Le procureur général a prononcé à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation. Il a rappelé, par exemple, que le droit ne peut échapper au temps. Je cite. François Molins a également déploré la défiance grandissante des Français vis-à-vis de la justice et des juges, expliquant que le mépris envers les juges est toujours le commencement de tout désordre. Et les ingérences dans le cours de la justice et les attaques contre les juges et les procureurs portent toujours atteinte à notre Constitution et à notre démocratie. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous pensez de ce discours de François Molins? Alors, j'ai plongé dans ce discours cet après-midi. Effectivement, j'ai retiré les deux principales idées, comme vous, et que je vais essayer de commenter parce que c'est très, très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le droit ne peut pas échapper au temps. Évidence, le droit doit s'adapter à la sous-évolution de la société. Tout ça n'est pas très original, mais n'est pas faux pour autant. Là où ça devient plus subtil, c'est qu'est-ce qu'il appelle le droit? Qu'est-ce qu'il entend par le droit? Moi, quand j'entends le droit, j'entends la loi. Sauf que lui, on comprend en lisant tout le discours que ce qu'il entend par le droit, c'est plutôt la jurisprudence. Et donc les décisions de la justice, qui sont censées adapter le droit à la société. Et en tout cas, à la conception que s'en font les juges de la société. C'est déjà un comportement plus politique, c'est-à-dire un politique a le droit de dire le droit doit s'adapter à la société, on fait la loi sur l'avortement, le droit doit s'adapter à la société, on fait le mariage homosexuel. Ça, je comprends. C'est un raisonnement de politique qui adapte le droit à ce qu'il pense de l'évolution de la société. Il est élu pour ça. C'est tout à fait légitime, on peut le combattre, mais il a la légitimité pour faire ça. En revanche, ça devient beaucoup plus, comment dire, pervers quand c'est le juge qui dit « Ah ben, le droit peut pas ignorer le temps et doit s'adapter à la société ». Le juge n'est pas élu. Le juge n'a pas de légitimité démocratique. Il est, selon la vieille expression de Montesquieu, la bouche de la loi. Il n'est rien d'autre dans la tradition française. J'allais dire, il n'est rien d'autre, mon présent est fallacieux, est dépassé. Et vous m'avez taquiné tout à l'heure sur mes relations avec les juges. Évidemment, j'ai des relations compliquées avec les juges, je vous l'accorde. Mais j'ai écrit il y a maintenant 23 ans, donc en 1997, ça commence à faire, même 24, un livre qui s'appelait « Le coup d'état des juges » où j'essayais d'analyser ce qui s'était passé. En fait, depuis 20 ans, ça n'a cessé de se poursuivre, cette évolution. Mais si vous voulez, on en parle. Deuxième point du discours, c'est tous ceux qui attaquent les juges mettent en danger la démocratie et la Constitution. C'est ça. Et alors là, moi, je suis très gêné. D'abord, je ne vois pas pourquoi les juges seraient les seuls à échapper à la critique dans une démocratie. On est tous sujets à la critique. Pourquoi ils échapperaient à la critique? Je ne comprends pas. Là, j'avoue qu'il y a une espèce de mystère comme ça, comme le roi de droit divin qui échappait à la critique, et donc les juges seraient les nouveaux rois de droit divin. C'est un peu bizarre. En plus, après, il dit, quand on attaque les juges, on attaque la démocratie et la Constitution. Et alors là, je veux quand même m'arrêter 3 minutes. Parce que qui attaque la démocratie? Qui attaque la Constitution? Dans la Constitution, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Il a une autorité judiciaire. C'est-à-dire que le général de Gaulle a bien voulu, avec Michel Debré, montrer la hiérarchie. Il y a les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et il y a une autorité, l'autorité judiciaire. Donc, dans la Constitution, puisque M. Molins se réfère à la Constitution, les juges et la justice est en dessous du pouvoir numéro 1, exécutif, et du pouvoir numéro 2, législatif. Et ce n'est pas innocent s'ils se réfèrent à la Constitution, parce que désormais, ils ont tiré à eux la Constitution.
Et pourquoi ce n'est qu'une autorité? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas élus. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est démos, le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui est le souverain et qui désigne les pouvoirs. Le peuple ne vote pas pour les juges. Donc, en vérité, les juges sont soumis au peuple, sont soumis au souverain. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans, depuis 40 ans, que j'essaie d'esquisser dans mon livre d'il y a 20 ans. Et vous voyez, donc c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Et donc, je suis au fur et à mesure toute l'évolution. En vérité, aujourd'hui, on pourrait faire une espèce, si je devais écrire à la suite, 20 ans après, je dirais quelque chose de très simple, c'est que, en fait, nous avons assisté depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis les années 80 en gros, à un processus d'émancipation des juges de la politique. Depuis la Révolution française, les juges étaient soumis au pouvoir politique. C'était voulu. Robespierre dit « Je veux faire disparaître ce mot horrible de jurisprudence de notre langue ». On ne peut pas faire mieux. Bonaparte, le fameux Code civil, pourquoi les phrases sont aussi sèches, aussi lapidaires et aussi bien écrites? C'est parce que justement, il ne veut donner aucune marge d'appréciation aux juges. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi tous les révolutionnaires et tous les gens issus de la Révolution pensent comme ça? Parce que ce sont les juges, avec les parlements d'Ancien Régime, qui ont abattu la monarchie. C'est-à-dire que les parlements d'Ancien Régime ont empêché la monarchie de se réformer, d'imposer fiscalement les privilégiés, par exemple, puisque c'est le problème sur lequel a buté la monarchie et sur lequel elle a sauté. Et donc tous les révolutionnaires le savent parce que c'est grâce au Parlement d'Ancien Régime qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont supplanté le roi. Ils n'ont pas du tout envie que les juges leur fassent le même coup, si je puis me permettre. Et donc, dans la tradition française, contrairement à la tradition britannique ou américaine, ce n'est pas la jurisprudence qui fait la loi. C'est la loi, la bouche de la loi, c'est le politique. Et donc le pouvoir législatif, et quand le général de Gaulle fait sa constitution et qu'il met le pouvoir exécutif au-dessus, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans? Il y a eu donc ce travail d'émancipation des juges qui se sont alliés, c'est l'alliance du troisième et du quatrième pouvoir. Le judiciaire s'est allié au pouvoir médiatique pour abattre le pouvoir politique incarné par le premier et le deuxième pouvoir, exécutif et législatif. Et cette alliance des médias et de la justice s'est fait sous un double angle. D'abord, il y a eu ce qu'on a appelé, vous vous souvenez dans les journaux, les petits juges. C'est-à-dire que les petits juges, les juges qui s'en prenaient aux politiques. On a fait une stratégie de l'exemple. Vous vous souvenez des procès de Alain Carignon, de Michel Noir. Vous voyez, il y a eu quelques procès comme ça. Et Carignon est allé en prison, Noir a perdu tous ses mandats, etc. Vous voyez, il y a eu quelques politiques qui ont été brisés, dont la carrière a été brisée par les juges. Et parce que tout simplement, dans les années 80, les politiques faisaient n'importe quoi avec l'argent. C'est-à-dire comme il n'y avait rien de légal, rien de légiféré, on faisait n'importe quoi. Et donc les juges ont profité de ça, si j'ose dire, pour mettre un holà à cette pratique. Et du coup, qu'est-ce qu'ont fait les politiques? Ils ne se sont pas révoltés contre ça. Au contraire, ils se sont soumis aux juges. Et ils ont voté une série de lois qui inventait, au nom de la transparence, au nom de tout ça, qui inventait un nombre incalculable de délits pour permettre aux juges de les punir. Une espèce de comportement sadomasochiste des politiques. Et donc, on a une série de lois de transparence qui fait que maintenant, les politiques sont sous l'œil des juges qui les surveillent. Et le deuxième pan de l'émancipation de la justice par rapport aux politiques, c'est... on en a parlé, vous vous souvenez, avec ce fameux papier de Schottel après la mort de ce pauvre Samuel Paty, où ce grand magistrat disait on ne peut plus lutter contre l'immigration, on ne peut plus lutter contre le séparatisme, selon le mot macronien, parce que aujourd'hui la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice, vous vous souvenez de cette longue discussion qu'on avait eue, nous empêche de faire quoi que ce soit. Ça, c'est le deuxième pan. Surtout venant de sa part. Et la justice, au nom des droits de l'homme, a imposé ses normes et donc son idéologie au pouvoir politique. Donc on a un double contrôle qui est, un, sur le comportement personnel
et 2, sur le comportement politique. Et on voit bien, et on a vu, si vous voulez, lors de l'affaire Fillon. Bien sûr, bien sûr. C'était avec éclat. J'ai noté, parce qu'il y avait, j'ai lu un très bon livre la semaine dernière sur cette histoire judiciaire, traité par, je vais retrouver le nom de l'auteur, Castelnau. Ah oui. Castelnau, excellent bouquin, et il note très pertinemment... Avocat, absolument, avocat. Et il note très pertinemment les accointances personnelles, sociologiques et politiques dans l'affaire Fillon. Et je les ai notées. Il y a Jean-Michel Ayat, président du tribunal de Paris, qui est un proche de Ségolène Royal et de François Hollande. Il y avait Catherine Champrenault, procureure générale de Paris, qui était membre du cabinet de Ségolène Royal. Il y avait le juge Tourner, qui était le grand chasseur de Sarkozy. Et il y avait Aude Burézy, une militante du syndicat de la magistrature, pas vraiment à droite. Et il y avait évidemment Madame Houlette, qui était une amie du président Ayat. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de cabinet noir, comme disait Fillon, il n'y a pas besoin de consignes, même si finalement Madame Houlette a reconnu qu'il y avait eu des consignes. Rappelons qu'elle est la patronne du parquet national financier. Absolument, elle était, puisqu'elle ne l'est plus, elle a pris la retraite. Elle était la patronne du parquet national financier. Et donc tout ce petit monde a une unité sociologique, idéologique et donc politique. Et donc il y a une action commune selon leurs critères, leur conception de la société. Et si vous voulez, on voit bien aujourd'hui, avec ce discours de M. Molins, c'est intéressant parce qu'il ne vient pas du même monde politique. Il a été directeur de cabinet de Mme Alliot-Marie, sous Sarkozy. Et vous voyez qu'il reprend exactement l'idéologie, la terminologie et les réflexes corporatistes du syndicat de la magistrature qui est censé être à gauche. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, c'est très simple, c'est que je pense qu'il y a une unification sociologique. Vous savez, je fais souvent des analyses marxistes. Je pense qu'il y a des logiques de classe. Et que les logiques de classe déterminent les logiques idéologiques et qui déterminent les logiques politiques. Et en l'occurrence, il y a une logique de classe de cette moyenne bourgeoisie, je dirais une petite bourgeoisie ou moyenne bourgeoisie des magistrats qui sont unifiés au sein de l'École nationale de la magistrature, qui sont irrigués par le même fleuve idéologique qui a été depuis longtemps celui du syndicat de la magistrature et qui maintenant s'est répandu dans toute la magistrature, même pour les magistrats qui ne sont pas spécialement de gauche, même qui ne sont pas au syndicat qui ne sont pas affiliés au syndicat de la magistrature. Vous savez, c'est la discussion que j'ai toujours avec le procureur Bilger, qui trouve que j'exagère, que je suis excessif, mais je pense que c'est la ligne. C'est la ligne qui explique tout cela. Et donc on a bien, là, avec l'intervention de Molins, on voit bien cette unification idéologique. En clair, les juges se sont imposés comme un pouvoir, et comme un pouvoir qui en remontre au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, alors qu'il n'a aucune légitimité démocratique. Et c'est là, je voudrais finir la réponse à vos questions. Quand le procureur Molins dit... Tout à l'heure, on fera un petit tour tout à l'heure. Quand on attaque les juges, on attaque la démocratie, mais il devrait se poser des questions. Ce sont les juges qui attaquent la démocratie en ignorant la volonté du peuple. Je rappelle que les jugements sont rendus au nom du peuple français. Et en fait, ils les rendent de plus en plus au nom de leur idéologie, de leur conception des rapports dans la société, de leur idéal de justicier pour certains, ou alors de leur idéal des droits de l'homme pour d'autres. Et là, c'est une façon justement d'ignorer la démocratie. Et quand le procureur Molins se plaint qu'il y a une méfiance de plus en plus grande entre le peuple et la justice, il faut qu'il regarde dans son jardin. Parce que c'est pas pour rien que le peuple se méfie. Il se méfie parce qu'il a compris qu'il y avait une telle politisation de la justice que les décisions étaient rendues en fonction de critères idéologiques et politiques. Et que ça ne lui plaisait pas, surtout quand c'était des conceptions politiques contraires aux idéaux de la majorité du peuple français. Beaucoup de réactions, mais tout à l'heure, on termine le développement et après on fait un petit tour de table. Notez bien vos petites questions. Non, mais parce que vous suscitez beaucoup de réactions, mon cher Éric Zemmour.